Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à la radioactivité. Pour introduire cette vidéo, observons cette image qui nous montre des déchets radioactifs stockés dans de mauvaises conditions. Posons-nous la question suivante: comment traiter les déchets radioactifs? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir ce qu'est un noyau radioactif. Ensuite, nous verrons la notion d'activité. Et enfin, nous verrons deux applications à la radioactivité. Comment symbolise-t-on un noyau? Alors, tout d'abord, on va faire des rappels sur la composition d'un atome de manière générale. Là, la partie bleue, là, ça va correspondre à ce qu'on appelle le nuage électronique. Donc, ce nuage électronique va être constitué d'électrons, ces petites boules rouges que vous voyez là. Et de manière générale, on dit qu'un atome contient Z électrons, Z étant le numéro atomique. Et au centre, on va retrouver le noyau, qui lui va contenir un nucléon. A, c'est le nombre de masses. Parmi les nucléons, on distingue deux types, les protons. Et un atome étant neutre, il a autant d'électrons que de protons. Tout ce nombre Z protons. Et le nombre de neutrons, on va le noter N. Et forcément, puisque la somme des protons et des neutrons est égale au nombre de nucléons, on peut dire N plus Z est égal à A. Maintenant, passons à la symbolisation du noyau. Voilà comment, de manière générale, on symbolise un noyau. Donc le X que vous voyez là, en fait ça c'est ce qu'on appelle le symbole de l'élément. En exposant ici, on va retrouver le nombre de nucléons et en indice à gauche, le nombre de protons. Alors pour bien comprendre, on va prendre l'exemple du carbone 14. Voici sa représentation. Donc C, c'est le symbole de l'élément. Dès qu'on a du carbone, on sait qu'il a toujours 6 protons. Donc vous voyez le nombre Z là, représenté ici, et le symbole de l'élément sont redondants. Donc des fois on ne le marque pas le 6, on met juste carbone 14. Et 14, c'est le nombre de nucléons. Donc si je veux faire le bilan de type de nucléons qui constituent le noyau, je peux dire que j'ai 6 protons. Et pour calculer le nombre de neutrons, il suffit de faire 14 moins 6, puisque la somme proton plus neutron vaut 14. Donc j'ai bien 8 neutrons. Qu'est-ce qu'un noyau stable? Par définition, c'est un noyau qui va conserver éternellement sa composition. Alors, il faut savoir que tous les noyaux qui nous composent, tout ce qui est autour de nous, a été formé il y a environ 4,5 milliards d'années au moment de la création du système solaire, dû à l'explosion à une supernova. Là, je vous fais apparaître un T-Rex qui a vécu il y a 200 millions d'années. Mais les atomes, et donc les noyaux qui le constituent, peuvent très bien être maintenant dans votre corps, puisque ces atomes n'ont pas changé, ce sont des atomes stables, et ils sont toujours présents depuis leur création. Maintenant, passons au noyau instable. Et par opposition, on peut dire que c'est un noyau qui ne va pas conserver sa composition éternellement. À un moment donné, il va se transformer et on utilise aussi le mot se désintégrer. Un exemple, voici un noyau de radium 226. C'est ce qu'on appelle un noyau instable. Et tout d'un coup, de manière spontanée, il s'agite, il expulse un petit noyau, ce qu'on appelle une particule alpha ici, et donc il va rester du radon 222. Donc ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle une transformation ou une désintégration. Le noyau qui est issu de l'intégration est un noyau pas forcément stable, mais plus stable que celui qui était à l'origine. Et donc la particule alpha que vous voyez ici et le rayonnement gamma ici sont appelés des rayonnements accompagnant la désintégration. Alors que ce soit une particule ou une onde, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique, on appelle tout ça rayonnement. On ne distingue pas les deux. Un noyau qui est instable est qualifié aussi de radioactif. Donc si vous entendez parler de noyau radioactif, ça veut dire que c'est un noyau qui est instable. Cette transformation, cette désintégration est un phénomène spontané et aléatoire. Comment se désintègrent les noyaux radioactifs? Pour répondre à cette question, nous allons présenter le diagramme suivant qui représente le nombre de neutrons en fonction du nombre de protons. Vous voyez, chaque petit point correspond à un noyau différent. Et on en recense environ 2900 noyaux différents. Alors, selon la couleur, on va distinguer la nature des noyaux. En rouge, c'est ce qu'on appelle les noyaux stables. Et vous voyez qu'ils sont quasiment alignés. Tout le reste, donc il y en a environ 264 noyaux différents stables, tout le reste sont instables et donc radioactifs. Selon où ils se trouvent, ils vont avoir différentes couleurs. Vous voyez la zone 1 là, ils ont tous la couleur bleue, tandis que la zone 2 qui est en dessous, donc ce trait de noyaux stables, ils sont plutôt jaunes. Et ce trait, vous voyez, il s'arrête quasiment ici. Et donc, au-delà, on distinguera la zone 3. Commençons par la zone 1. Si on considère que le rapport N sur Z des noyaux stables est quasiment égal à 1, les noyaux qui appartiennent à cette zone 1 auront un rapport N sur Z supérieur à celui de la stabilité. Donc, dit autrement, ils sont trop riches en neutrons, excédentaires en neutrons.
Donc la solution, un neutron qui va se transformer en un proton et ainsi se rapprocher de la stabilité. Voici l'équation de la réaction correspondant à cette transformation-là. Un neutron, symbolisé donc avec son nombre de protons là qui est égal à 0 forcément, nombre de masse à 1, va donner naissance à un proton avec un nombre de protons 1, logique, nombre de masse 1, et forcément ça va éjecter un électron. Enfin, ça correspond à sa charge électrique et il n'a pas de masse, c'est-à-dire que sa masse est négligeable par rapport à celle d'un nucléon, proton, neutron. Et c'est ça qu'on appelle la radioactivité β-, qui est symbolisée par ces petits carrés bleus là. Passons à la zone 2. La zone 2, là on va avoir des intégrations dites β+, donc c'est tous les petits carrés jaunes que vous voyez ici. Donc là c'est l'inverse. En fait, le rapport n sur z est inférieur au n sur z de la stabilité. Dit autrement, les noyaux sont trop riches, excédentaires en protons. Donc la solution, c'est l'inverse, c'est un proton dans le noyau qui va se transformer en un neutron. Voilà l'équation de la réaction correspondante. Donc le proton donne naissance au neutron. Et là, il y a émission de ce qu'on appelle un positon, qui est l'antiparticule de l'électron. Pourquoi on appelle ça l'antiparticule de l'électron? Parce que ça a la même masse, et ce qui les différencie, c'est leur charge. Ils sont de charge opposée, l'électron est négatif, le positron est positif. Et donc là, on va observer ce qu'on appelle une désintégration ou une radioactivité β+. Troisième zone, là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les noyaux vont être trop lourds. Et donc, la solution pour ces noyaux-là, c'est qu'ils vont se casser en deux plus petits noyaux. Et parmi ces possibilités, nous, on va étudier que la désintégration alpha, c'est des petits noyaux, c'est des petits carrés verts que vous voyez ici. En fait, il va y avoir émission d'un tout petit noyau qu'on appelle un noyau alpha. En fait, c'est de l'hélium qui est constitué de 2 protons et 2 neutrons. Et donc, on appelle ça la radioactivité alpha. Comment écrire une réaction de désintégration? Pour répondre à cette question, on va balayer les 3 types de désintégration qu'on vient de voir juste avant. Désintégration alpha, β- et β+, et chaque fois écrire la réaction correspondante. Pour la désintégration alpha, j'ai pris l'exemple du polonium 211. Vous voyez ici, qui va donner naissance au plomb 207 et à une particule alpha qui est un noyau d'hélium. Chaque fois que vous écrivez une réaction de désintégration, vous devez vous assurer qu'on a la conservation du nombre de charges, qui est le Z ici en indice, donc là c'est bien vérifié, 84 c'est bien 82 plus 2, et la conservation du nombre de masse, qui est le A, donc situé ici en exposant, donc 211 c'est bien égal à 207 plus 4. Pour la désintégration β-, prenons l'exemple du noyau d'hydrogène 3, qui va s'intégrer, donner naissance à un noyau d'hélium 3 et émettre un électron. Donc là pareil, si on regarde la ligne du bas, le nombre de charges, le Z, on peut dire que 1 c'est égal à 2 plus moins 1. Donc ça fait bien 1. Et le nombre de masse, donc le A, 3, c'est bien égal à 3 plus 0. Donc on a bien la conservation qui est réalisée. Troisième désintégration, l'intégration β+. Donc là j'ai pris l'exemple du sodium 22, qui donne naissance au néon 22 et qui émet un positon. Pareil, si je m'intéresse au nombre de charges, le Z, on a bien 11 égale 10 plus 1. Et au niveau du nombre de masse, le A, on a bien 22 qui est égal à 22 plus 0. Donc la conservation est bien respectée. Donc ce que vous devez retenir, c'est lorsqu'on écrit une réaction d'intégration, on doit s'assurer que les lois de Soddy sont bien respectées, c'est-à-dire qu'on a la conservation du nombre de masse, donc le A qui apparaît ici en exposant, et la conservation du nombre de charges, le Z, qui apparaît ici en indice. Peut-on prédire la désintégration d'un noyau radioactif? En fait, une désintégration d'un noyau radioactif est un phénomène spontané et aléatoire. Donc si je prends un seul noyau, par exemple un noyau de carbone 14 qui est radioactif, je ne peux pas pouvoir prédire à quel instant il va se désintégrer. Mais on s'est rendu compte que si l'on prenait un grand nombre de noyaux à l'échelle de la mole, là on peut prédire l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps. Ainsi, si je représente donc le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, et imaginons que cette décroissance des nombres de noyaux radioactifs au cours du temps est une droite, je vais pouvoir exprimer la dérivée de n en fonction du temps. Donc ici, comme on a une droite, on va obtenir une valeur constante, puisqu'à chaque instant, le coefficient de directeur sur droite, ou la pente en physique on dit, est constante. La grandeur que j'ai fait apparaître ici, lambda, en radioactivité, ce n'est pas n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive qui va être propre à chaque type de noyau. Par exemple, pour le carbone 14, on aura une valeur lambda précise. Et ce coefficient, il est positif, c'est pourquoi vous voyez ici apparaître le signe moins, c'est pour vous montrer que le coefficient directeur il est négatif. Cependant, les scientifiques se sont rendus compte que l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps n'était pas une fonction linéaire. Et on avait plutôt une décroissance exponentielle, comme vous voyez apparaître ici. De la même façon que j'avais exprimé ici la dérivée de n au cours du temps, je vais l'exprimer ici pour la décroissance exponentielle, et voilà ce qu'on obtient.
on retrouve notre lambda là, et aussi on retrouve le n. La dérivée du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps va dépendre du nombre de noyaux. En effet, lorsque j'ai un grand nombre de noyaux, vous voyez ici le coefficient directeur va être très élevé, donc sa dérivée est grande, et plus n diminue, plus la dérivée, donc le coefficient directeur, va décroître. Donc on a une relation de proportionnalité de la dérivée avec le nombre de noyaux radioactifs. Grâce à l'expression donc de la dérivée de n par rapport au temps, je vais établir ce qu'on appelle une équation différentielle. Quelles sont les propriétés de la fonction exponentielle? Alors pourquoi je vous parle de la fonction exponentielle? En fait, nous allons nous en servir cette fonction-là pour résoudre l'équation différentielle vue juste avant. Donc voici tout d'abord sa représentation graphique à cette fonction. Donc on la note y égale e de x, donc exponentielle de la variable x, et sa représentation graphique est ainsi. Alors il faut retenir trois choses par rapport à cette représentation graphique. Tout d'abord, une limite. La limite de la fonction exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Vous voyez ici, donc y tend vers 0. Ensuite, lorsque x est égal à 0, la valeur de exponentielle de 0 est égale à e. Et une deuxième limite, lorsque x tend vers l'infini, la valeur de l'exponentielle plus l'infini tend vers plus l'infini. Deuxième propriété, c'est la propriété de la dérivée. Et c'est ça que nous allons utiliser pour résoudre l'équation différentielle. C'est que lorsqu'on dérive la fonction exponentielle de x, on retombe sur la même fonction. Dit autrement, elle est sa propre dérivée. Donc voici la notation de la dérivée de l'exponentielle de x mathématiquement, et ici physiquement, et on obtient exponentielle x. Alors nous, dans les exercices que nous allons voir, nous allons souvent avoir à faire la dérivée de, non pas exponentielle x, mais exponentielle de a fois x. Et à ce moment-là, on obtient a exponentielle ax. Donc vous voyez de nouveau, lorsqu'on dérive cette fonction-là, on retrouve la même fonction à une constante près, parce que a c'est une constante. Une dernière chose à savoir, c'est la fonction inverse de la fonction exponentielle, c'est le log népérien de x, qu'on note ainsi ln de x. Donc on avait vu au préalable le log base 10, log de x. Là c'est un autre log qu'on appelle log népérien, qu'on note ainsi. La fonction inverse, ça veut dire que si j'applique le log népérien de exponentielle de x, je retombe sur x. C'est le même principe que lorsqu'on fait racine carrée de x carré, on obtient x, et ça marche aussi dans l'autre sens. Si je fais exponentielle de ln log népérien de x, j'obtiens x. Revenons à notre équation différentielle qu'on avait établie juste avant, qui est de la forme dn sur dt plus lambda n égale 0. Donc on appelle ça une équation différentielle du premier ordre, parce qu'en fait il y a uniquement une dérivée première de notre fonction par rapport à la variable. On n'a pas une dérivée seconde. Et sans second membre, parce qu'en fait, vous voyez, le membre de droite là, il est égal à 0. Donc, résoudre, d'abord, ça va consister à trouver l'expression de n en fonction du temps. Pour résoudre cette équation différentielle, on pose déjà taux égale 1 sur lambda. Alors pourquoi on fait ça? Vous allez voir dans les chapitres suivants, on va toujours se ramener à la même forme d'équation différentielle qui est à cette allure-là. C'est-à-dire qu'on a la dérivée de notre fonction par rapport au temps, sans constante devant, plus n que divise une constante. Donc ici, cette constante, on l'appellera toujours taux. Et ici, vous voyez, je suis obligé de poser taux égale 1 sur taux pour faire apparaître mon taux ici. Et donc ce taux, on appelle ça la constante de temps, et elle s'exprime en secondes. Quelle est la fonction mathématique qui, lorsqu'on la dérive, donne la même fonction à une constante près? Alors pourquoi je me pose cette question-là? Vous voyez qu'ici, j'ai ma fonction divisée par une constante, et là, j'ai sa dérivée. Il faut que lorsque j'additionne ces deux termes, je trouve 0. Donc dit autrement, il faut que la dérivée de cette fonction-là redonne la même fonction. Et comme on l'a vu juste avant, cette fonction, c'est la fonction exponentielle. Ainsi, je vais pouvoir dire que la solution de l'équation différentielle est de la forme n égale a fois exponentielle b fois t, avec a et b deux constantes que je vais chercher à déterminer. Alors une fois que j'ai dit ceci, je peux exprimer la dérivée de n par rapport au temps. Alors le coefficient h, je le laisse ici, c'est une constante, et maintenant il ne me reste plus qu'à dériver exponentielle de b fois t. Et donc cette dérivée est égale à b exponentielle de b fois t. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir déterminer la valeur de b. Il suffit de remplacer dans l'équation différentielle d de n sur dt par son expression et n par son expression qui est ici. Et donc on obtient ceci. Comme la somme de ces deux termes est nulle, je peux dire que exponentielle de b fois t qui est commun aux deux termes s'annule, et a qui est commun aussi aux deux termes, je peux le barrer. Donc dit autrement, b est égal à moins 1 sur taux. Donc là maintenant je peux écrire ma fonction n, c'est a exponentielle moins t sur taux. Alors deuxième étape, on va déterminer la valeur de l'autre constante a, et pour ça on va utiliser ce qu'on appelle la condition initiale. Que vaut la valeur de n lorsque t vaut 0? Nous on l'a appelé n0, le nombre de noyaux radioactifs initialement présent.
Et donc une fois que j'ai ça, je l'applique ici avec l'expression de n. Donc je remplace n par n0 et je remplace t par 0. Et exponentielle de 0, vous vous rappelez, on l'a vu juste avant, ça vaut 1. Donc je peux dire que n0 est égal à a ou a égale à n0. Voici donc l'expression du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, qui est donc la solution de l'équation différentielle. Et donc c'est n0 exponentielle moins t sur tout. Alors, juste avant, on a vu que l'exponentielle plus x est une fonction croissante et l'exponentielle de moins t sur tau sera une fonction décroissante, comme vous l'avez vu il y a 2 diapos avant. Qu'est-ce que la période radioactive? Donc, au préalable, là, je vous ai réécrit l'expression du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps et je vous fais apparaître ici son graphique. Donc, si on le représente, on a une décroissance exponentielle du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Je vous fais apparaître ici là les conditions initiales. À t égale à 0, j'appelle n0 le nombre de noyaux radioactifs présents. Et maintenant, je vais vous définir ce qu'on appelle la période radioactive, que l'on note grand T. C'est la durée qui est nécessaire pour que le nombre de noyaux radioactifs soit divisé par 2. Donc si on l'écrit mathématiquement, ce que je viens d'exprimer là en français, ça correspond à ça. Lorsque petit t égale grand T, ben, grand N est égal à n0 sur 2. Donc graphiquement, vous voyez, ça correspond à ce point-là, puisque là j'ai mon n0 sur 2, et donc je vais lire en abscisse la période correspondante. Maintenant, on va essayer d'exprimer le lien qu'il y a entre la constante radioactive, lambda ici, et la période radioactive. Donc pour ça, je reprends ici mon expression générale du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps, et je l'applique lorsque petit t égale grand T. Donc je remplace petit t par grand T, et n par n0 sur 2. Donc là, vous voyez les deux n0, je peux les barrer, ils vont simplifier. Je vais utiliser le log népérien pour faire disparaître l'exponentielle, qui sont les deux fonctions inverses. Donc ça va me faire ln de 1,5 égale moins lambda fois t. Et là, donc notre ln de 1 sur 2, je peux l'écrire en disant que c'est moins ln de 2. D'accord, ça revient avec la propriété ln de a sur b égale ln de a moins ln de b. Et comme ln de 1 vaut 0, ici je peux barrer les deux moins qui s'éliminent. Et donc j'ai la relation suivante, t égale ln de 2 sur lambda, où lambda égale ln de 2 sur t. Donc dit autrement, lorsque t est grand, lambda sera petit, et lorsque lambda est grand, t est petit. La période radioactive est-elle la même quel que soit le noyau? Alors là, vous voyez, je fais apparaître un tableau où il y a différents noyaux radioactifs, et vous voyez la période, elle n'est pas du tout la même. Donc là, chaque période va être propre à un noyau radioactif. Alors on va les passer un petit peu en revue. Donc ils sont classés, vous voyez, dans l'ordre croissant de leur période radioactive. Donc la plus petite c'est 8 jours là pour l'iode 131 et jusqu'à 14 milliards d'années pour le thorium 132. L'iode 131 va être utilisé en médecine. Pourquoi? Ça va jouer le rôle d'un traceur. On va l'injecter dans le corps humain et on va suivre son évolution. Et on choisit un élément radioactif dont la période est relativement courte pour qu'au bout de, on va dire, 5 périodes, donc un mois ou 2 mois, il n'y ait quasiment plus d'iode 31 dans le corps humain. Deuxième exemple qu'on va prendre, c'est le carbone 14. Alors vous voyez, lui, il est connu parce qu'il a une période relativement grande, mais pas trop grande non plus, et il va utiliser pour faire la datation, justement, au carbone 14. Ensuite, le plutonium 139. Donc lui, alors, il faut savoir que ce n'est pas un noyau présent naturellement. Il a été créé par l'homme dans des réacteurs nucléaires et sa première application, ça a été de faire de bombes justement nucléaires. Ensuite, l'uranium 135, lui, on va pouvoir le trouver dans la nature et il faut savoir que c'est lui que l'on utilise comme combustible nucléaire dans les réacteurs nucléaires. Maintenant, j'en profite aussi pour vous parler de cette notion d'isotope. Ici, dans ce tableau, là, on a plusieurs isotopes. On a l'iode ici, on a le plutonium là et l'uranium ici. Alors, que sont des noyaux isotopes? Ce sont des noyaux qui vont appartenir au même élément parce qu'ils ont le même nombre de protons. Mais par contre, ce qui va les distinguer, c'est le nombre de neutrons. C'est pour ça que leur nombre A là est différent. Là, on a un plus grand nombre de neutrons qu'ici. Et c'est pareil, vous voyez, pour les uraniums. Là, en fait, on a 3 neutrons en moins par rapport à là. Qu'est-ce que l'activité? L'activité radioactive, qu'on notera grand A, en majuscule, correspond au nombre de désintégrations par seconde. Contrairement au nombre de noyaux qui ne peut pas être mesuré, l'activité, elle, va pouvoir être mesurée avec ce qu'on appelle un compteur Geiger. Et la grandeur, donc activité, va s'exprimer en becquerel, le symbole B majuscule, Q minuscule. Donc là, vous avez une représentation d'un compteur Geiger avec son affichage, donc 4921 becquerel. Alors maintenant, on va se poser la question suivante. Quelle est la relation entre l'activité, qui peut être mesurée, et le nombre de noyaux radioactifs, lui, qui n'est pas atteignable par un appareil de mesure? Donc là, je vous redonne l'expression du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps, donc n0 exponentielle moins lambda fois t. Et donc, si vous avez bien compris, cette définition veut dire que c'est comme quand on définit la vitesse par rapport à la position. La vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Mais l'activité, c'est la dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps. Sauf qu'on a mis un signe moins là. Si on n'avait pas mis un signe moins là, comme n décroît au cours du temps, sa dérivée aurait été négative, donc
l'activité aurait été négative. Pour qu'elle soit positive, on met un moins ici. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à appliquer cette définition mathématique. Donc si je dérive ça par rapport au temps, ça me fait moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et comme j'ai mon moins devant, vous voyez, les deux moins se sont éliminés, j'ai bien lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on a refait apparaître la fonction n. Donc l'activité, c'est lambda fois n. L'autre façon de l'exprimer, il suffit de poser lambda fois n0, j'appelle ça l'activité initiale, A0, et je peux dire que l'activité, c'est A0 exponentielle moins lambda fois t. Alors dit autrement, en fait, ces deux fonctions, le nombre de noyaux radioactifs au cours du temps et l'activité au cours du temps, sont très similaires. Pour passer de l'une à l'autre, vous voyez, juste à faire fois lambda. On retrouve la valeur initiale, ici c'est n0, là c'est A0, et je retrouve la même définition de la période radioactive, c'est-à-dire que lorsque n passe de n0 à n0 sur 2, il s'est écoulé une période radioactive, et lorsque A passe de A0 à A0 sur 2, il s'est aussi écoulé une période radioactive. Imaginons que vous ayez devant vous une source radioactive. Et ceux qui travaillent dans le nucléaire, ils veulent savoir si cette source radioactive, on dit crash, c'est-à-dire émet beaucoup de rayonnements qui vont être nocifs pour l'homme. Donc pour ça, on va se poser la question, dans quelles conditions l'activité est la plus grande? En fait, il y a deux critères qu'il faut retenir. Première condition, c'est en fait, il faut que le nombre de noyaux soit grand. Donc plus j'aurai une grande quantité de matière radioactive, plus l'activité sera grande. Et la deuxième condition, il faut que lambda, la constante radioactive, soit grande. Et comme on l'a vu avant, ça veut dire que la période radioactive soit petite. Parmi les applications de la radioactivité, nous allons commencer par le principe de la datation au carbone 14. Alors quel est son principe justement? Alors tout d'abord, il faut savoir que le carbone 14 va être produit dans l'atmosphère par une réaction nucléaire entre des noyaux d'azote, issus du diazote présent dans l'atmosphère, et des neutrons. Alors ces neutrons sont issus d'une interaction entre le rayonnement cosmique et les atomes présents dans l'atmosphère. Donc voilà l'équation de cette réaction-là. Donc un neutron réagit avec un noyau d'azote 14 pour produire un noyau de carbone 14 et un proton. Ces noyaux de carbone 14 ne sont pas stables, ils vont être donc radioactifs et radioactifs β-. Donc ils vont se désintégrer avec une période radioactive d'environ 5730 années. Donc voici l'équation de la réaction de désintégration du carbone 14. Donc il va redonner, vous voyez, cet azote 14 plus un électron. Par hasard, la production de carbone 14 ici est exactement compensée par sa désintégration. Ainsi, on considère que le taux de carbone 14 est constant dans l'atmosphère, que l'isotope carbone 14 par rapport à tous les isotopes de carbone va être de 1,2 10-12. Et alors, il faut savoir que les organismes vivants, notamment les plantes, vont absorber donc le carbone 14 présent dans le CO2 de l'atmosphère à travers la photosynthèse. Et ensuite, donc, les animaux qui mangent ces végétaux ou les hommes qui mangent ces végétaux vont aussi assimiler ce carbone 14 et on considère que tant que l'organisme est vivant, son taux de carbone 14 par rapport à tous les isotopes du carbone va être constant aussi. Par contre, lorsque l'organisme vivant meurt, il n'y a plus d'échange avec l'atmosphère, donc le taux de carbone 14 va décroître comme décroît la population du nombre de noyaux de carbone 14. Voici donc le principe de la datation, c'est-à-dire qu'ici est représentée l'évolution de l'activité. En fait, vous voyez, il est marqué le nombre de désintégrations par minute et par gramme de carbone. Donc l'activité, c'est la désintégration par seconde. Et là, c'est une activité massique, on va dire. Vous voyez, vous avez cette décroissance exponentielle qu'on avait vu juste avant, en fonction du temps. Et donc, imaginons que je mesure donc, cette activité massique pour un arbre actuel. Donc, je trouve cette valeur-là. Et ensuite, donc, j'ai à ma disposition une statue antique qui a été réalisée avec le même arbre. Donc là, si je mesure son activité, je vais trouver une valeur proche de ça. Et vous voyez que d'après la courbe, je peux en déduire combien de temps il s'est écoulé entre le moment où a été construite la statuette, donc à partir d'un arbre vivant, et donc actuellement l'activité de cette statuette. Et ainsi de suite, si d'autres objets sont plus anciens, on va mesurer leur activité, celle-ci sera plus petite et donc correspondra à une durée plus grande, donc à un âge de construction plus grand. Deuxième application, on va se poser la question suivante, quel est le danger lié à la radioactivité? Alors lorsqu'un noyau radioactif se désintègre, ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle le rayonnement qui accompagne la désintégration. Donc ici, ça serait la particule alpha et le rayonnement gamma. Donc la particule alpha, c'est de la matière, c'est
c'est un noyau, et le rayonnement gamma, c'est une onde électromagnétique. Mais par la suite, vous verrez qu'on ne va pas distinguer ces deux types particules et rayonnements, on appelle tout ça des rayonnements. Donc retenez que le danger provient de l'émission de rayonnements qui accompagnent une désintégration. Ce n'est pas le noyau en lui-même, le noyau père et le noyau fils ici qui sont dangereux, mais c'est le rayonnement qui accompagne les intégrations. Pourquoi ce rayonnement est dangereux? Parce qu'il a potentiellement le pouvoir de ioniser la matière. Donc lorsque nous, on est exposé à ces rayonnements ont la capacité de ioniser nos atomes. Alors ioniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont arracher les électrons. Et cet électron, après, va se fixer sur notre atome. D'où ces apparitions de charge. Donc là, on a enlevé un électron, et là, un électron s'est fixé sur notre atome. Et alors, le fait de ioniser la matière a pour conséquence, après, de perturber la reproduction des cellules. Et donc, peut engendrer, à moyen et long terme, des cancers dans notre corps. Comment est-ce qu'on se protège de ces rayonnements ionisants? Alors là, je vous fais apparaître un petit schéma qui va vous illustrer le principe de la protection. Alors tout d'abord, on va passer en revue les trois types de rayonnements, donc alpha, bêta et gamma. Donc alpha, on l'a vu ici, c'est une particule, un noyau d'hélium. Donc lui, il est très ionisant, parce que déjà, il est chargé 2+, donc il est chargé, donc il va avoir cette capacité d'ionisation très grande. Bêta- ou bêta+ sont des électrons-positons qui aussi sont chargés, donc ils ont cette capacité, mais ils sont moins chargés qu'alpha, donc ils sont moins ionisants. Et gamma, c'est une onde électromagnétique. A priori, c'est le moins ionisant, mais il peut, de par son énergie, ce photon va pouvoir engendrer aussi une ionisation. Et là, on va voir comment s'en protéger. Si j'interpose entre nous et des rayonnements, une feuille de papier, les particules alpha vont être arrêtées, bêta et gamma vont traverser. Par contre, maintenant, si j'interpose une feuille d'aluminium, là, les bêta sont arrêtés, les gamma passent, et pour arrêter les gamma, il faut une certaine épaisseur de plomb, un matériau très dense. Donc, dit autrement, si on veut se protéger des rayonnements, on doit interposer de la matière entre le rayonnement et nous. Et plus cette matière est dense, plus elle va arrêter les rayonnements. Et on dit que le rayonnement le plus pénétrant, c'est le rayonnement gamma. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment traiter les déchets radioactifs? Alors que ce soit dans les hôpitaux, dans les centrales nucléaires, l'homme, de par ses activités, va produire de la matière radioactive dont il veut se débarrasser. Dit autrement, pour les traiter, est-ce que l'on peut faire disparaître la nature radioactive des atomes? Alors on peut se poser la question, est-ce que si on y applique un procédé physique, tel que le broyer, le concasser, le filtrer, est-ce que ce caractère radioactif va disparaître? De la même façon, si j'applique maintenant des procédés chimiques, tels qu'une attaque acide, une combustion, est-ce que cette nature radioactive va disparaître? En fait, ni l'un ni l'autre ne permet de faire disparaître le caractère radioactif d'un noyau. Donc, la solution, en fait, les hommes en ont trouvé deux. La première, c'est de stocker dans la roche ces fûts de matière radioactive. Donc, au préalable, ils auront figé cette matière radioactive dans des matrices. Souvent, ce sont des matrices en verre pour pas qu'elle puisse migrer de par le ruissellement de l'eau, etc. Et elle est enfouie sous terre. Alors pourquoi c'est une bonne solution? Donc déjà sous terre, on se protège des rayonnements. Vous voyez, c'est une épaisseur de matière qui va faire qu'aucun rayonnement alpha, bêta, gamma ne puisse sortir. Et ensuite, on laisse faire le temps, puisqu'on a vu que l'activité décroît exponentiellement au cours du temps. Cependant, vous avez vu qu'aussi il existe des noyaux radioactifs tels que l'uranium, le plutonium, qui ont des périodes radioactives très grandes. Donc l'inconvénient, c'est qu'il va falloir les stocker sur des très grandes durées. Et dit autrement, les déchets que nous on produit, on va les léguer à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc c'est pas l'idéal. La deuxième solution consiste à faire réagir nucléairement, cette fois-ci, non pas chimiquement ou physiquement, ces déchets nucléaires. Donc transformer ces noyaux radioactifs en noyaux stables. Et ceci peut se faire dans un réacteur nucléaire. Donc actuellement, il y a des études qui sont menées pour essayer de concevoir des réacteurs nucléaires qui produiraient de la chaleur en même temps, donc de l'énergie électrique, et qui géreraient, transformeraient nos déchets radioactifs. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.